Et par rapport à cet ouvrage, donc on a les destins croisés, ça c'est aussi intéressant. Il y a certaines notices biographiques qui se répondent entre elles. Et donc ça donne réellement envie de lire ce qui a été écrit par ces personnes qui sont mentionnées quand ça a été publié. Et donc ça nous fait venir à l'ouvrage de Louis Barthès, plus Oui, alors spécifiquement. je reprends quand même ce que vous venez de dire, ça nous amène à lire. C'est effectivement un des objectifs de ce livre-là, c'est d'attirer l'attention sur un certain nombre de cas. Et grâce aux index des thèmes, des unités, etc., on peut aller lire la notice qui nous intéresse à un moment précis parce qu'elle va parler de, je ne sais pas, des fraternisations ou des mutineries ou des bombardements ou du service de santé. Et donc on a son attention attirée par quelques entrées bien précises sur ces thèmes-là. Ou bien pour les généalogistes qui ont leur grand-père qui a fait la guerre dans tel régiment, il n'a laissé aucune trace écrite. Ou s'il en a laissé, elles ont disparu, on ne sait pas ce qu'il en est. Bien, on peut aller à l'index des unités et retrouver que, par exemple, dans le 74e régiment, où était mon grand-père, eh bien, il y a 3 ou 4 autres combattants qui ont écrit, donc qui ont connu les mêmes situations que mon grand-père avait connues. Voire même parfois le mentionner dans ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est C'est peut-être possible. ça serait un coup de chance, mais ça peut arriver aussi, Ça arrive. effectivement, oui. Oui, oui. Alors, si on arrive à Barthas, parce que oui, on aurait pu commencer dans l'autre sens, Oui, c'est-à-dire que dans mais la chronologie, le livre de Louis Barthas est plus oui, ancien. c'est vrai. C'est même le premier que j'ai découvert. Et je pourrais vous dire un peu comment ça s'est passé. J'étais à l'époque en relation avec un éditeur parisien qui s'appelait François Maspero, qui est aujourd'hui à la retraite, et qui a laissé sa maison d'édition à la découverte. Donc François Maspero, je faisais un livre avec lui, et quand j'ai découvert Barthas, je lui ai envoyé des extraits, et je lui ai demandé, est-ce que ça vous intéresse? Ben, je peux vous dire que 3 jours après, j'avais la réponse positive. Parce que comme moi, il a été enthousiasmé, comme tous les lecteurs, il a été enthousiasmé par ce bouquin. Donc, on se prépare à le publier, puis il m'envoie une lettre en me disant, quand même, un bouquin de 500 pages, Mm. écrit par un inconnu, Louis Barthas, totalement inconnu, titulaire du certificat d'études primaires, artisan, sur un sujet qui à l'époque n'intéressait pas beaucoup le public. L'intérêt du public pour la guerre de 14-18 est assez récent, avec le centenaire évidemment qui l'accentue encore. Mais en 1978, ce n'était pas le cas. Alors on a beaucoup hésité, est-ce qu'on va couper? Est-ce qu'on va simplement présenter des extraits? On n'avait pas envie de couper. Mm. Si on l'avait fait, ça aurait été pour que le livre soit plus mince, plus facile à lire, plus accessible au point de vue prix aussi, mais ça aurait été dommage si on l'avait coupé. Donc on a gardé l'intégrale et on a très bien fait, parce que le livre est sorti à 4000 exemplaires pour le 11 novembre 1978. Il fallait le rééditer avant Noël. Aujourd'hui, ça paraîtrait, bon, évidemment, la vie de Zidane ou de Sarkozy peut faire ce genre de score. Mais pour un livre comme ça, c'était absolument inouï. Et depuis, Maspero, puis la découverte, puis la collection de poches le reprennent. Et la dernière, là, celle qui vient de sortir pour le centenaire, eh bien, on est arrivé à 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires pour un livre d'un titulaire du certificat d'études sur la guerre de 14-18. Voilà un peu le score de Barthas, en ajoutant qu'il a été traduit en néerlandais. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en néerlandais? Quelle idée? Les Hollandais n'ont pas fait la guerre, ils étaient pays neutres, ils n'ont pas fait la guerre. Bon, ça tient tout simplement à ce qu'un éditeur hollandais a été lui aussi enthousiasmé par le texte, il a été séduit et il a voulu le publier en néerlandais. Donc en néerlandais, il vient de sortir en anglais et on l'attend en espagnol d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est aussi un succès international que celui-là. Et puis on parle de lui partout, dans les documentaires, ou autres de la télé, Apocalypse, Arte qui va sortir bientôt.
Il y a une exposition à la Bibliothèque nationale de France d'un photographe qui est parti sur les traces de Barthas. C'est-à-dire qu'en 2013, il est parti avec son appareil photo et le livre de Barthas. Et il a suivi l'itinéraire en faisant des photos aujourd'hui. Ces photos n'ont plus rien à voir avec la guerre, mais c'est quand même intéressant de voir qu'une institution prestigieuse comme la BNF, Bibliothèque nationale de France, lance comme ça un photographe pour une exposition sur les pas de Louis Barthas. Et donc, il est devenu, comme Genevois et d'autres, un des classiques, je crois, de la guerre de 14. À un moment, il a été controversé, comme tous les livres. Quelques historiens ont estimé qu'il avait réécrit après la guerre. Pas du tout, il a écrit pendant la guerre. Il a mis au propre après la guerre. Et on a aujourd'hui des quantités de preuves. Puisque, alors, quelles sont les preuves? Alors, premièrement, on a le texte officiel des journaux de marche des régiments, qui sont actuellement numérisés, qui sont sur Internet. De chez vous, vous pouvez avoir le JMO, Journal de marche et d'opération du régiment. Ça correspond exactement à ce qu'a écrit Barthas. On a d'autres témoignages, d'autres soldats du même régiment, qui correspondent exactement à ce qu'a écrit Barthas, simplement avec un talent moindre. Parce que Barthas avait aussi quand même, pour écrire 500 pages sur la guerre de 14, 500 pages qui ont un souffle, un rythme extraordinaire, il fallait avoir un grand talent d'écriture. On a également la collection de photos de son capitaine, le capitaine Hudel, dont il parle beaucoup dans son livre. Mais on a les photos, et on s'aperçoit que les photos correspondent exactement au texte, que les photos peuvent illustrer. Si on avait eu les photos à l'époque, on aurait très bien pu les mettre dans le texte de Barthas pour illustrer. On a même une des photos du capitaine Hudel sur laquelle on reconnaît Louis Barthas dans un groupe de soldats. Voilà. Et encore, des lettres que Barthas, qui était un petit peu l'écrivain de l'escouade, c'était lui qui écrivait le mieux sans doute, et donc quand il fallait se plaindre que le pain était de mauvaise qualité, ou quand il fallait écrire des œuvres pour les jeunes soldats qui n'avaient pas de famille, par exemple, des choses comme ça, les historiens ont découvert ces lettres dans différentes archives un petit peu partout, et je pense que peut-être on en trouvera encore d'autres, puisqu'il y en a encore récemment qui sont apparus. Donc c'est un texte qui, comme tout document, doit être pris par l'historien avec esprit critique. Aucun document ne doit être pris par émotion. Il ne faut pas se laisser prendre par l'émotion. On peut éprouver de l'émotion, mais en tant qu'historien, il faut être critique. Et bien là, avec Barthas, je peux vous dire que on a absolument vérifié l'authenticité de ce témoignage. Et à côté de ça, sur la carte de couverture, il y a une phrase de l'ancien président François Mitterrand, qui était quand même un homme très très cultivé et qui avait... Il était donc secrétaire du Parti socialiste avant d'être président. Et l'Aude, dont est originaire Louis Barthas, c'est un département très socialiste. Et donc chaque fois que Mitterrand venait dans l'Aude, quelqu'un lui offrait un exemplaire de Louis Barthas. Je pense qu'il doit en avoir gardé 3 ou 4, je ne sais pas. En tout cas, il l'avait lu. Puisque une autre fois où il est revenu et où on lui a présenté la petite fille de Barthas, il a dit « Ah, les carnets de Louis Barthas !» C'est un document historique extraordinaire et c'est aussi un ouvrage de haute littérature. Donc il avait bien vu le caractère documentaire, le caractère de l'utilité de ce livre pour l'histoire, mais aussi l'écriture, l'excellence de l'écriture de Barthas. Mais c'est ce qui est très, très fascinant en fait, c'est qu'au-delà de l'intérêt en tant que source historique, on se confronte aussi à un intérêt susceptible de toucher le grand public, parce qu'on est avec lui, on vit sur chaque moment, et la qualité de certains paragraphes sont très émouvants, comme vous l'avez signalé à juste titre. Et d'ailleurs, on peut donner parmi le foisonnement des thèmes évoqués dans son ouvrage, parce qu'il a quand même donc fait les 4 années de guerre. On voit donc l'histoire de cet homme, son départ de son village, mais aussi donc les conditions de vie dans les tranchées qu'on a pu apercevoir aussi dans Paroles de Poilu, donc qui ont été éditées par un autre historien. On a aussi, d'une manière très intéressante, le rapport entre les Allemands et les Français. Et étonnamment, en fait, ça donne aussi
un point de vue qui n'est pas forcément belliqueux et qui est assez juste aussi sur ce rapport-là entre allemand et français. Alors après, ça tient sans doute aussi à sa personnalité, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très humaniste et qui en soi avait toujours cette conscience de que la personne qui était en face de lui, de l'autre côté des tranchées avec le même fusil, était aussi misérable, était aussi une bête de somme. Et bon, ça tient à sa personnalité. Tous les soldats n'ont pas forcément eu cet état d'esprit-là, mais c'est vrai que c'est Oui, quelque chose que l'on rencontre tout au long de son c'est récit. certain. Et la page la plus remarquable, peut-être, c'est en décembre 1915 en 1915, Artois, quand il pleut. Et il pleut pendant des jours et des jours, si bien que la tranchée devient inondée. Et comme dit Barthas, il faut sortir, sinon on va se noyer dans la tranchée. Mais s'il pleut ici, sur la tranchée française, il pleut de la même façon à 100 mètres sur la tranchée allemande. Donc les Allemands, eux aussi, sortent de la tranchée. Qu'est-ce qui va se passer là? Il ne faut pas imaginer qu'ils vont tomber dans les bras tout de suite. Ils se regardent d'abord avec méfiance. C'est normal, parce que c'est l'ennemi qui est là. Donc est-ce qu'ils vont tirer? S'ils tirent, nous tirons aussi. Personne ne tire. On s'approche. Et qu'est-ce que je vois, moi, soldat français, qui sort de la tranchée, couvert de boue? Je vois là-bas un autre type couvert de boue qui me ressemble, qui est comme si je me voyais dans un miroir. Et donc là, on s'approche et puis on s'échange des cigarettes, du vin, du cognac, je ne sais pas, et on se serre la main éventuellement. Et commence une fraternisation que Barthas a décrite d'une manière extraordinaire. Bon, dans ce livre, il y a des quantités de belles pages, mais je crois que pour moi, c'est celle vraiment que je préfère. Et il termine en Avec disant, une grande lucidité, c'est ça. voilà, il Le termine plus en disant, qui sait, intéressant. un jour peut-être, on Oui, élèvera un bien sûr. monument ici à la fraternité entre ces hommes qui devaient se battre les uns contre les autres, mais qui n'en avaient aucune envie. On les forçait à le faire. Alors, ce monument n'existe pas encore. Mais il y a eu, à ma connaissance, au moins 2 tentatives. La première, c'était en 1992, lorsque la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais était une écologiste, Marie-Christine Blandin. Elle a lancé l'idée, obéissons à Barthas, suivons ses indications, construisons ce monument. Vous imaginez la levée de boucliers de toutes sortes d'organisations qui n'étaient pas très pacifistes ou qui n'étaient pas très humanistes. Bon, je n'entrerai pas dans les détails. Donc ça ne s'est pas fait. Et puis en 2005, il y a un réalisateur de film, Christian Carion, qui a fait un film qui a eu un bon succès à l'époque, qui s'appelait Joyeux Noël, sur les trêves de Noël 1914. Et lui aussi, il avait lu Barthas, il avait vu cet appel à construire un monument, et il a lancé un deuxième appel. Ça ne s'est pas fait. Je crois qu'il espère que ça va se faire en 2014, et moi aussi je l'espère, mais nous verrons bien. En tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, les choses ont évolué, le temps a passé, et ça serait certainement beaucoup mieux perçu aujourd'hui qu'il y a 20 ans.